Je vérifie que je n'ai rien oublié pour ma journée de cours. Comme si mon sac n'était pas déjà fait depuis la veille au soir pour être sûre de ne pas réveiller mon frère en le préparant le matin. Satisfaite, je récupère mes clés et mon manteau, prête à partir, mais je m'interromps en voyant la porte de la chambre de mes parents s'ouvrir. Ma mère apparaît alors, ses cheveux blonds en bas de taille et encore en pyjama, comme tombée du lit. « Bon anniversaire !» me souhaite-t-elle. « Tu es déjà réveillée ?» m'étonnai-je en regardant l'horloge du minuscule séjour pour vérifier que je ne suis pas en retard, mais comme toujours, je suis largement en avance. « Oui, je voulais t'offrir un cadeau avant que tu partes en cours », affirme-t-elle en me tendant une petite boîte en velours. Je soupire, j'avais pourtant dit pas de cadeau pour mon anniversaire cette année. Nous n'avons clairement pas les moyens et je préfère largement que le peu d'argent que nous avons serve à acheter un cadeau à mon jumeau. Je n'ai rien dépensé, c'est une babiole que j'ai depuis que tu es bébé, je l'ai retrouvée l'autre jour, je tenais à te la donner, m'explique-t-elle en anticipant ma remarque. Je ne la crois pas vraiment, difficile de retrouver un objet perdu depuis des années après 8 déménagements, d'autant plus que nous ne nous encombrons que du strict nécessaire lors de ces déménagements. En tout cas, une chose est sûre, c'est que si nous l'avons vraiment depuis des années, c'est vraiment une babiole. Sinon, elle aurait été vendue à un prêteur à gages depuis longtemps pour récupérer quelques billets. Curieuse, j'ouvre la boîte et découvre une gourmette dorée. Je regarde ma mère et le bijou, surprise, mettant quelques secondes à feindre une expression de joie. Ma mère sait pourtant que je ne supporte pas les bijoux, je ne porte même pas de montre. « Vas-y, mets-la » m'encourage-t-elle toute contente. « Merci, elle est très jolie » affirmai-je en m'exécutant. Le métal est froid, mais le bracelet me va. Et pour faire plaisir à ma mère, je vais au moins faire l'effort de la porter ces prochains jours. Je lui dois bien ça. Alors que j'allais fuir, mon frère sort de notre chambre, tout habillé contrairement à notre mère, et son sac de piscine à la main, presque prêt à partir si on omet le fait qu'il n'a pas encore pris son petit déjeuner. Décidément, ils se sont passés le mot aujourd'hui. « Bon anniversaire ! Déjà réveillé ?» l'interrogeai-je. « Bon anniversaire à toi aussi. Je vais nager ce matin, donc je me suis levée tôt. Et toi, t'es pas encore parti ? Tu vas finir par être en retard. »« Si, j'y vais. Bonne journée !» affirmai-je en profitant de l'occasion pour fuir. Je ne suis pas encore en retard pour attraper mon train, mais il ne faut plus que je traîne. Je descends les escaliers et fuis l'immeuble pour rejoindre la rue. Je pars alors à pied jusqu'à la gare. Quand j'y arrive, j'ai tout juste le temps d'enregistrer mon billet et de monter à bord. Je m'installe à ma place et je n'ai plus qu'à attendre d'arriver à Dundee. Et je ne fais rien. Je suis trop malade dans les transports pour pouvoir lire ou réviser, même mon train. Pour moi qui ne supporte pas de ne rien faire, c'est insupportable. Quel temps perdu, ça me rend folle. Si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais déménagé depuis longtemps et quitté mon foyer. Malheureusement, mes parents n'ont jamais été d'accord. Pourtant, j'ai longtemps cherché des solutions, des compromis, n'importe quoi. Mais ça m'a toujours été refusé. Heureusement, demain, tous ces allers-retours en train pour aller en cours seront finis. Maintenant, j'ai 16 ans, la majorité en Écosse. Mon salut. Mes parents n'ont plus aucune autorité officielle sur moi et je vais enfin pouvoir déménager. Tout est prêt, mes cartons sont faits, ma meilleure amie m'a dégagé une chambre pour que nous vivions en colocation. Je quitte enfin définitivement ma famille et mon Rose, mon enfer personnel. Je pourrai enfin vivre dans la ville où je fais mes études. Je serai enfin en paix, libre de faire ce qu'il me plaît, libre d'agir comme je l'entends, libre de réaliser mes rêves. Officiellement, j'aurais même pu partir définitivement dès aujourd'hui, mais je n'ai pas eu la force de fuir le jour de l'anniversaire de mon frère. J'ai déjà un peu l'impression de l'abandonner, même si j'ai des bonnes raisons et qu'il les connaît. Au moins, lui, il me soutient à peu près dans mon projet de départ. Il n'est pas totalement d'accord, mais il me soutient. Quant à mes parents, ils sont fermement opposés. Ils ne sont jamais d'accord pour quoi que ce soit, surtout en ce qui me concerne. Mais peu importe, ils n'ont plus le droit à la parole. De toute manière, je suis toujours obligée de les mettre au pied du mur, face aux faits accomplis, pour pouvoir avoir quoi que ce soit. En attendant d'arriver, je décide de me reposer un peu. Je n'arrive jamais à m'endormir en train, mais au moins je peux faire semblant. Ça repose peut-être un peu sur un malentendu. Définitivement, ces journées trop chargées m'épuisent. Je sais que je travaille trop pour trop peu de sommeil, et j'ai l'impression que la perspective d'avoir enfin une vie normale me fait revenir en pleine tête les 2 ans de privation. Pour une fois, le wagon est particulièrement silencieux. Ça ne change rien à mon incapacité à dormir, mais au moins je peux atteindre un stade entre la méditation et le sommeil, me vidant un peu l'esprit, l'empêchant de vagabonder n'importe où.
Soudain, quelqu'un hurle à la mort, une vieille dame, plus précisément, me faisant bondir de mon siège, surprise. « Mon Dieu, on m'a drogué, on veut ma mort ! À l'aide, au secours, sortez-moi de là, je vais mourir, à l'aide, à l'aide !» Et elle continue inlassablement. Paniquée, je regarde autour de moi sans comprendre, cherchant cette pauvre personne, mais je ne vois rien. Pire encore, personne ne semble réagir vraiment. Personne n'a l'air inquiet, ils sont même plutôt énervés. Certains se sont tout de même tournés vers un jeune homme silencieux et désolé, qui n'est vraisemblablement pas la source des cris. Je cherche toujours la source des cris, prête à faire une réflexion face à l'inaction collective ou à intervenir moi-même, mais avant que j'aie dit quoi que ce soit, le jeune homme que certains fixent prend la parole. Je suis vraiment désolée, ma chienne s'est réveillée, je lui donne toujours un tranquillisant, mais ça n'a pas dû suffire. Elle ne supporte pas d'être enfermée, elle va bientôt se calmer, elle n'est plus toute jeune, vous savez. C'est alors que je remarque la main rassurante qu'il passe devant la petite boîte de transport posée sur le siège à côté. Je l'observe sans comprendre, manquant de me lever et de créer un scandale afin d'aider cette vieille dame, mais au même moment, un contrôleur arrive et demande au jeune homme de quitter le wagon avec son chien. Ce qu'il fait en emmenant la voix hurlante avec lui. Je le fis du regard sans comprendre, ayant l'impression d'être devenue complètement folle. Un chien, c'est une caméra cachée, impossible autrement. Un wagon entier est en train de me jouer un tour idiot, ou alors je déraille complètement. En tout cas, c'est impossible, ce n'est pas un chien qui hurlait. C'est autre chose. Mais qui? Pourquoi? Où? Et les passagers? Pourquoi ils n'ont rien fait? Et le contrôleur aussi. Ce n'est pas le chien, le problème, mon sang. Pourtant, les hurlements se sont arrêtés à son départ. Une pensée m'effleure l'esprit, mais je la repousse avec véhémence. Impossible. Je dois rêver. Je ne me souviens pas de m'être déjà endormi en train, mais c'est encore l'option la plus probable. Un satané rêve, totalement improbable et faux. Je referme les yeux, espérant sortir de ce rêve fou, tandis que mon cœur bat à tout rompre, et que je n'arrive pas à chasser la pensée de ces cris. Un rêve, rien qu'un rêve, un délire associé à mon état d'extrême fatigue, rien d'autre, c'est impossible autrement, ça ne peut pas être la réalité. Malgré tout, je ne bouge plus d'un millimètre pendant tout le reste du trajet, craignant quoi au juste. Incapable de formuler la moindre pensée cohérente, je me concentre sur ma respiration, ne pensant à rien d'autre jusqu'à ce que le contrôleur annonce notre entrée dans la gare de Dundee. Je me lève d'un bond, récupère mon sac de cours avant de sortir, fuyant le wagon comme s'il était dangereux, poussé par mon instinct qui me fait me sentir idiote. Rien qu'un rêve et ne s'est rien passé d'autre qu'un rêve. Toujours tendu, je rejoins la faculté à pied, surveillant tout le monde autour de moi, comme si quelqu'un allait m'annoncer un gag. Devant la bibliothèque, je retrouve ma meilleure amie, Eya, qui m'attend avec un café à la main. « Ça va ?» s'inquiète-t-elle. « On dirait que tu as vu un fantôme. »« Oui, commençai-je en n'ayant pas la moindre idée d'excuse valable qui ne me fasse pas passer pour une folle. « Je suis crevée, c'est tout. » Elle hoche la tête, ne semblant pas convaincue, mais n'insiste pas. Elle me propose alors d'aller nous poser à la bibliothèque en attendant nos cours respectifs, n'étant pas dans la même filière. Là-bas, j'ai l'impression désagréable qu'elle me surveille, mais j'essaye de ne pas y prêter attention. J'essaye aussi de réviser, mais l'incident du train ne veut pas quitter mon esprit. Après avoir laissé Eya pour aller en cours, je passe la matinée en mode automate, prenant des notes, mais n'étant pas totalement concentrée sur les cours. Entre la fatigue et ce truc bizarre, je m'en veux d'être aussi focalisée là-dessus, mais ça m'horripile de ne pas avoir d'explication concrète et compréhensible. À midi, je vais chez les Pierry, la fratrie d'Eya pour manger. À la vue de l'immense façade de briques, je suis encore plus impatiente d'être demain. Vivement que cette bâtisse soit mon chez moi. Comme à chaque fois que je viens manger ici, je n'ai pas à frapper ayant déjà les clés. Tout est déjà prévu pour demain. Officiellement, les 4 Pierry ont chacun leur maison pour avoir une certaine indépendance, mais les 4 bâtisses sont tellement communicantes qu'en réalité, ça forme plutôt une immense demeure. Honnêtement, j'adore les Pierry et je ne pourrais pas avoir de meilleurs amis qu'eux. Mais franchement, j'aurais entendu parler d'eux avant de les rencontrer. Je les aurais haïs de tout mon être juste pour ce qu'ils incarnent. Ils ont des parents qui ont fait fortune dans l'immobilier. Ils sont unis et heureux. Ils sont beaux, intelligents. Ils ont tout pour être haïssables et leur maison est le summum de ce qu'ils représentent. C'est quand même plus que risible de savoir que 4 étudiants possèdent une maison. Mais pas juste une maison chacun.
magnifiquement placée avec une vue à couper le souffle sur la Teille, grande, spacieuse et lumineuse. Sur le papier, ça a tout un caprice d'enfant gâté, surtout quand on sait que les triplés dont fait partie Eya n'ont que 19 ans et que Yao, l'aîné, n'a qu'un an de plus. Mais quand on les connaît, ça ressemble plus à un investissement au long terme. Le quatuor adore Dundee et n'ont aucune raison d'aller vivre ailleurs, même pour le travail. Et l'argument que les rencontres peuvent mener à des endroits où nous ne nous attendions pas est totalement irrecevable et farfelu quand on connaît la cohésion entre ces quatre-là. Si un jour l'un d'entre eux rencontre quelqu'un capable de le séparer de sa fratrie, c'est que la personne en question n'est pas faite pour lui. Alors oui, c'est dégueulasse de savoir que ces 4 vastes maisons collées les unes aux autres appartiennent aux Piri, mais ils ont le sens de l'honneur, de l'argent et le cœur sur la main, sans parler qu'ils financent eux-mêmes tous les frais et factures, même si ce sont leurs parents qui leur ont fait construire leur maison. En attendant, je ne vais pas me plaindre vu que je suis amie avec eux et qu'ils ont largement de la place pour m'accueillir. Sans eux, j'aurais sûrement trouvé un minuscule appartement mal situé pour rentrer dans mes frais. Après avoir déposé mes affaires dans le hall d'entrée, je rejoins tout le monde dans la véranda où ils ont l'habitude de manger tous ensemble. Là-bas, ils sont tous là. Il manque seulement Nolan, le petit ami d'Ayoe. Autour de la table, il y a les 4 Piri, Eya ainsi que ses frères et sœurs jumeaux, Oyo et Ayoe, et son grand frère Yao, ainsi que Pandora, la petite amie de Yao que je connais depuis aussi longtemps que les 4. Si Eya est incontestablement ma meilleure amie, Pandora a une place spéciale dans mon cœur. C'est même difficile de décrire ma relation avec elle, c'est au-delà de l'amitié. Pandora est comme la grande sœur que je n'ai jamais eue. J'aime Cameron indéniablement, mais si j'avais eu Pandora comme grande sœur, j'aurais été la personne la plus heureuse du monde. C'est horrible à dire peut-être, mais c'est comme ça que je le ressens. À mon arrivée, un silence s'abat sur les discussions en cours. Je les regarde avec surprise, je n'arrive pas à savoir si je dois le prendre mal ou pas. Une chose est sûre, c'est que soit la conversation ne me regarde pas, soit au contraire me concerne. Mais c'est assez étrange, je n'ai pas l'impression que mes futurs colocataires aient la moindre raison de me cacher quelque chose. Les Piri ne sont clairement pas du genre secret normalement. Après ça, le repas se passe normalement en apparence, mais j'ai la drôle d'impression qu'il se passe quelque chose et surtout que je suis surveillée. C'est discret, mais ils me regardent tous un peu plus que d'habitude, et ils me posent aussi plus de questions, me demandant comment je vais, comment s'est passée ma matinée, si tout va bien, qu'est-ce que j'ai prévu cet après-midi, et tout plein d'autres questions qui, mises bout à bout, ressemblent franchement à un interrogatoire. Décidément, tout est bizarre aujourd'hui. Tout le monde agit bizarrement. Depuis mon réveil, rien ne se passe normalement, et j'ai l'impression de devenir folle ou paranoïaque. Définitivement, je déteste ça.